Merci de vous informer sur la 7. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, nous nous intéresserons au téléchargement et l'exploitation illicite de contenus multimédia, qui est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui affecte autant les ayants droit, les autorités et les consommateurs. Au menu, l'inquiétude monte au sein de la population, de l'augmentation des frais de conservation des corps à la morgue de Lomé à l'augmentation des prix des tombes municipales. Les précisions dans ce tour de l'actualité. À l'international, au Niger, le président Mohamed Bazoum est actuellement retenu par sa propre garde présidentielle. Le chef de l'État ferait face à une tentative de coup d'État. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis hors du continent africain, nous reviendrons sur le premier verdict sur les attentats de Bruxelles qui est tombé ce mardi. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 23 minutes d'actualité. Société en ouverture de ce journal, de l'augmentation des frais de conservation des corps à la morgue de Lomé à l'augmentation des prix des tombes municipales, l'inquiétude monte au sein de la population. L'augmentation des frais de conservation ayant entraîné l'abandon des dépouilles, on se demande qu'entraînera cette nouvelle hausse des prix des sépultures. Kofi Kligé nous en dit plus. La décision est tombée le 17 juillet dernier. Elle est émise par le maire du Golfe 1, Joseph Kwame Gomado. Dans un communiqué, le maire porte à la connaissance des usagers du cimetière de Bekpota, un quartier de Lomé, les nouvelles dispositions prises par la commune pour la sécurité du cimetière. Ces nouvelles dispositions concernent le prix revu des tombes, les dimensions requises et les dimensions des dallettes qui doivent les couvrir. Selon le communiqué, le prix de la tombe est porté à 120 000 francs CFA au lieu de 80 000 auparavant. Dans le communiqué, aucune raison n'a été évoquée sur l'augmentation du prix de la tombe. Cette nouvelle tarification fait penser à la hausse des frais de conservation à la morgue de Lomé suite à sa réfection en 2019, dont les conséquences ont été récemment évoquées par le médecin lieutenant-colonel Agbobliaou Apelete, directeur du CHU. Les dépouilles sont abandonnées à la morgue par leurs familles, obligeant les responsables à décider d'enterrer certains corps dans des fosses communes. Si l'augmentation des frais de conservation à la morgue a conduit à l'abandon des corps, à quoi conduirait l'augmentation du prix de la tombe qui a presque doublé? Déjà, on peut imaginer que certaines familles seront tentées par des inhumations clandestines. Mais là, la loi est claire et rigoureuse. Aucune tolérance pour ceux qui oseraient cette pratique illégale. Les 11 étudiants en médecine et pharmacie venus à Lomé pour stage sont retournés à Bourgogne, en France. Ils ont partagé leur expérience avec les médias locaux. Ces témoignages ont été repris par les médias togolais. À tous égards, les disparités sont grandes, qu'on soit en France ou au Togo. Chaque jour, on apprenait quelque chose de différent, que ce soit au niveau de la sémiologie ou au niveau de la pratique. Fin de citation. C'est le témoignage que l'une des 11 étudiants venus en stage au CHU de Lomé a rendu sur leur séjour professionnel. L'information a été publiée par France Bleu et France 3 et reprise par la presse locale togolaise. En effet, 11 étudiants français de l'Université de Bourgogne étaient à Lomé dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants en médecine et en pharmacie en juin dernier. Selon l'une des étudiantes, la traumatologie n'a pas la même définition au Togo qu'en France. Elle avoue, je cite, « Il y a de la vraie traumatologie ». Les étudiants français estiment que la gale est encore bien présente et atteint nombre de personnes. Quant au paludisme, il est comparé à une petite grippe en France. Tout le monde l'a 1 à 2 fois par an, précise-t-il. Les étudiants ont noté aussi l'absence de sécurité sociale, entraînant de facto des services payants, même les plus minimes, comme le pansement. Pas d'argent, pas de soins. Cette conclusion des étudiants les a poussés à rencontrer les autorités du pays afin de les alerter. Selon France Bleu, les autorités disent faire le maximum pour diminuer les coûts hospitaliers. Mais elles reconnaissent que la mise en place de la diminution des coûts est difficile. D'ailleurs, les étudiants togolais en médecine et en pharmacie vont devoir à leur tour faire cette même expérience au CHU de Dijon en France. À leur retour, ils pourront aussi donner leur appréciation de ce qu'est la médecine et le système sanitaire en France.
Le téléchargement et l'exploitation illicite de contenus multimédia est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui affecte autant les ayants droit, les autorités et les consommateurs. Afin d'y faire face, un atelier initié par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se tient depuis ce mardi à Lomé. Les précisions avec Harold Mansanwato. Le téléchargement de films, séries, clips ou musiques dans le but de les diffuser sur d'autres plateformes est illégal. C'est ce que rappelle l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur, pénalise les ayants droit et représente un manque à gagner pour les finances publiques des pays. Pour y faire face, un atelier national d'information et de sensibilisation sur l'exploitation illicite des programmes audiovisuels par Internet est en cours depuis ce mardi à Lomé. Ce dernier va permettre à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et à des acteurs d'identifier et de proposer des pistes de solutions. Plusieurs solutions sont déjà envisageables. Tout d'abord, la possibilité de bloquer les utilisateurs responsables de tels actes, même si l'utilisation de VPN permet de contourner ces restrictions. La seconde solution réside dans la possibilité de supprimer la connexion Internet des contrevenants. Cette solution suppose cependant une intervention du fournisseur d'accès et une procédure préalable. Pour rappel, au-delà des problèmes économiques liés à la diffusion de ces contenus illicites, le téléchargement en lui-même représente un risque sécuritaire non négligeable pour les utilisateurs. En effet, ce dernier les expose à des virus et à des logiciels malveillants qui peuvent endommager leurs appareils. Sensibiliser à la protection de l'environnement et en particulier des aires protégées par la réalité virtuelle. C'est l'un des objectifs du projet Creative Environment. À travers un casque, l'on s'immerge dans la richesse des aires protégées du pays, une solution à des questions d'ordre environnemental, socio-éducatif et culturel. Un reportage. Un casque de réalité virtuelle, équipé de capsules de vidéos et d'images, tout ce qu'il faut pour explorer les aires protégées du Togo, du parc national de Fazaom-Alfakassa à la forêt classée d'Amoumono, passant entre autres par la réserve de faune de Togo du Nord. L'idée derrière ce vernissage est de présenter au public les résultats de la phase pilote du projet Creative Environment visant à sensibiliser à la protection de l'environnement et particulièrement les aires protégées du Togo. L'initiative, soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial, reste un nouvel outil efficace de sensibilisation massive de la population sur la conservation et la valorisation de l'environnement, mais également pour donner la chance aux futures générations de découvrir plus tard en immersion ces aires protégées. Le Togo dispose de 83 aires protégées réparties sur toute l'étendue du territoire national avec un ratio de 14%, mais qui doivent malheureusement faire face aux effets néfastes des changements climatiques, mais également des pressions sans cesse croissantes des activités humaines dans le souci de satisfaire les besoins vitaux et socio-économiques. Les réformes se poursuivent au sein du système éducatif togolais. Dès l'année prochaine, les candidats en lice pour le diplôme des licences master dans les différentes universités privées devront passer des examens nationaux. Nouvelle disposition annoncée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Désormais, pour obtenir les diplômes des licences et des masters, à partir de l'année prochaine, les candidats devront passer des examens nationaux. C'est la nouvelle disposition annoncée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, avec une hausse significative de la population estudiantine, passant de 54 174 en 2011 à 110 000 en 2022, une prolifération des établissements privés d'enseignement supérieur a également été constatée sur l'ensemble du territoire. Ces derniers, avec l'instauration du système LMD, offrent des formations en parcours de licence et de master. Cependant, une certaine disparité et des incohérences sont constatées dans les offres de formation faites par ces universités. Ceci dû à une inexistence des curricula officiels validés et régulièrement mis à jour par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ainsi, au vu des multiples répercussions et en quête d'une qualité de l'enseignement, le ministère de tutelle a annoncé la tenue des premiers examens nationaux des licences à partir de l'année prochaine et celle de ceux des masters en 2026. Selon les informations, cette nouvelle disposition a connu l'adhésion massive des promoteurs des universités privées.
Pour rappel, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Revue de la politique d'orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires contenu dans le plan stratégique Togo 2025. Parlant de l'insécurité alimentaire, l'Afrique est à la croisée de chemin. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, PAM. Ce rapport interpelle les gouvernants africains à prendre des mesures concrètes pour transformer le secteur agricole. Le point dans l'élément qui suit. L'insécurité alimentaire gagne de plus en plus les pays africains, ce qui devient inquiétant. Selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, la sécheresse prolongée dans la Corne de l'Afrique a laissé 23,4 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, avec plus de 5 millions d'enfants dans une situation de malnutrition. Dans la sous-région ouest africaine, le nombre de populations en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle ne cesse d'augmenter. Au total, 47 millions de personnes en souffrent. Les causes de cette insécurité alimentaire sur le continent sont entre autres la flambée des prix de première nécessité, la faible productivité agricole qui condamne des familles à la famine. Si d'année en année, le taux de malnutrition augmente en Afrique subsaharienne, cela puise ses raisons de la détérioration du pouvoir d'achat et de l'accès limité à une alimentation saine et aussi la multiplication des conflits qui fait des millions de déplacés, sans oublier le changement climatique. Comme dit dans l'élément qui précède, l'insécurité alimentaire est étroitement liée à la sécheresse, particulièrement dans la Corne de l'Afrique. Un phénomène qui s'est prolongé depuis 2020 et dont les répercussions sont très loin de disparaître. Dans le reportage qui suit, nous faisons un point sur le phénomène. L'insécurité alimentaire reste un défi majeur auquel est confronté plusieurs pays africains, en particulier ceux dans la Corne de l'Afrique. Mais cette situation semble s'empirer avec le changement climatique qui instaure une sécheresse particulièrement accrue dans cette région. Selon de récentes informations du Programme alimentaire mondial, ce phénomène a touché près de 36,6 millions de personnes et a fait plus de 2,7 millions de déplacés dans la Corne de l'Afrique. Les impacts occasionnés par la sécheresse sur les 3 dernières années devraient se prolonger sur de longues périodes selon les prévisions du Programme alimentaire mondial. Avancée du désert, appauvrissement des sols, pénurie d'eau, récolte insuffisante, rareté des pâturages et du fourrage pour le bétail entre autres, les disponibilités alimentaires sont ainsi mises à mal par la sécheresse. D'ailleurs, pour l'Organisation internationale de la migration, même si des efforts sont faits, il faut de toute urgence une assistance multisectorielle et un soutien accru des donateurs dans certains pays de la Corne d'Afrique, notamment en Éthiopie et en Somalie, pour atténuer la situation. À titre de rappel, c'est depuis 2020 que la sécheresse sévit dans la Corne de l'Afrique, provoquée par les émissions de gaz à effet de serre avec la prolifération des industries. Elle a désormais 5% de chances de se reproduire chaque année. Hors de nos frontières, au Niger, le président Mohamed Bazoum est actuellement retenu par sa propre garde présidentielle. Le chef de l'État ferait face à une tentative de coup d'État. Pour l'heure, les raisons ayant poussé les militaires à l'origine de ce mouvement de colère restent floues et la situation ne semble toujours pas être sous contrôle. Face à la situation, la CEDEAO réagit et affirme avoir pris connaissance avec stupeur et consternation la tentative de coup d'État au Niger. L'institution lance un appel aux auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu. Rappelons que Mohamed Bazoum avait déjà vu son pouvoir vaciller peu avant son investiture en 2021 où des tirs à l'arme lourde avaient retenti aux abords de la présidence. Autre actualité ce soir en Guinée, Thierno Sadou Diallo, c'est le nom du nouveau régisseur par intérim de la maison centrale de Conakry, centre dans lequel il avait été détenu pendant 4 années avant d'être gracié fin 2015. Aujourd'hui, il s'engage à changer les conditions carcérales de ses ex-co-détenus. La maison centrale de Conakry s'apprête à vivre une journée un peu particulière. Un grand nettoyage, comme elle n'en a jamais connu. À la manœuvre, le nouveau régisseur des lieux, le docteur Thierno Sadou Diallo. Le tractopelle, c'est où? Il a convaincu 120 bénévoles de donner de leur temps pour assainir la plus grande prison de la capitale guinéenne.
On ne peut pas parler de santé sans parler d'hygiène. L'hygiène et la santé sont indissociables. L'environnement est insalubre. Nous avons pris des dispositions avec des partenaires. Nous voulons nettoyer, curer les fosses et différencier les eaux de ruissellement, les eaux de pluie et les égouts, désherber, désinfecter. La maison centrale a été bâtie dans les années 1930 par les colons français. Construite au départ pour 300 détenus, elle en compte aujourd'hui près de 1800. Les cellules, que nous n'avons pas eu le droit de filmer, sont surpeuplées, mal aérées. L'atmosphère est putride. Médecin de formation, Tierno Sadou Diallo espère éviter les épidémies, circonscrire les cas de paludisme en recrudescence grâce à cette journée d'assainissement. Il y a les caniveaux qui sont remplis d'eau de ruissellement, parfois des eaux qui sont chargées, mélangées à des égouts. Et du coup, il y avait une nécessité absolue avec la période de grande pluie de juillet de Conakry de déboucher ces caniveaux. Tierno Sadou Diallo est en poste depuis début juin. Mais son histoire avec cette prison remonte à 2011. Alors, en dernière année de médecine, il milite au sein de l'UFDG, le principal parti d'opposition. Et est arrêté, puis condamné à 5 ans de détention à la suite de l'attaque du domicile privé d'Alpha Condé. Il a toujours nié y avoir participé. Il passe les 2 premières années de sa peine derrière ces murs jaunes, dans le bâtiment des condamnés, cellule C7. Il y a eu des moments très compliqués, 2 ans de détention pendant lesquels tu n'as pas droit à la visite, ni d'un avocat, et encore non même les membres de ta famille, rien du tout. Nous avons perdu 2 co-détenus dans cette cellule qui sont décédés dans mes bras, à ma qualité de médecin. Sa thèse portera sur les pathologies carcérales. Devenu médecin légiste, il viendra d'abord bénévolement soigner les détenus de la maison centrale avant d'y être formellement embauché. Ce jour-là, le ministre de la Justice, qui l'a nommé à sa tête, vient constater l'avancement de travaux d'agrandissement de la prison. 700 places supplémentaires d'ici au mois de novembre. Charles Wright a choisi le régisseur Diallo pour humaniser autant que possible ces lieux de détention. En tout cas, de la compétence, et pour moi, c'est le critère fondamental qui puisse animer mon choix quand il s'agit de décider de placer telle ou telle personne. Avec l'appui des gardes pénitentiaires, je crois que le travail est en train de se faire dans les règles de l'art. Je ne peux que le féliciter. Le nouveau régisseur a mis en place 2 comités, l'un d'hygiène, l'autre de restauration, auxquels participent des détenus pour tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Très concrètement déjà, désormais, en plus du riz, ils mangent aussi régulièrement de la viande, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis hors du continent africain, ce mardi, un premier verdict sur les attentats de Bruxelles est tombé. 8 mois après le début des débats autour de cet événement de 2016 qui a fait 35 morts, 6 personnes ont été accusées, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini et 4 autres partiellement ou totalement acquittés. Un reportage. 19 jours de délibération, le jury populaire a tranché. 6 des 10 accusés sont reconnus coupables d'assassinat, de tentative d'assassinat et de participation aux activités d'un groupe terroriste. Et notamment Oussama Krayem et Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, les 2 hommes qui avaient renoncé à se faire exploser au dernier moment, le 22 mars 2016. C'est absolument pas une surprise. Je pense que le premier jour quand il s'est levé, il a expliqué qu'il avait une grande part de responsabilité et il a donc accueilli ce verdict avec toute la responsabilité qui est la sienne. Coupables également les logisticiens, Assoufi, El Makouki, ceux qui ont logé, nourri ou équipé les terroristes. Mais aussi Salah Abdeslam, arrêté le 18 mars 2016. Il n'était pas responsable des faits selon ses avocats. Cet argument n'aura donc pas été entendu. Nous sommes très déçus de la décision qui a été rendue, du verdict qui est celui du jury. Et j'ajoute que la motivation qui nous donne les raisons de cette décision, de ce verdict, ne nous satisfait, mais franchement pas. Moins attendu, le jury a décidé d'acquitter Sofiane Ayari des préventions d'assassinat et de tentatives d'assassinat. Lui aussi était caché dans les planques de la cellule terroriste depuis le 13 novembre. Le jury a déterminé qu'un doute raisonnable subsistait quant à sa volonté de s'associer aux attaques. La Cour a estimé que M. Ayari avait effectivement la volonté de retourner en Syrie au moment des faits et donc de ne pas s'associer aux attentats qui ont été commis. Enfin, les jurés ont acquitté les frères Farizi qui comparaissaient libres. Le grand frère avait loué son appartement d'Etterbeek au Kamikaze et l'avait vidé avec l'aide de son petit frère après les attentats.
mais sans connaissance du projet terroriste, selon les jurés. Je tiens à remercier tous les juges d'avoir été naturellement justes. Ils ont eu le courage de leur ambition, l'ambition d'une justice véritable, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Étudier peut-être, aller à l'université et m'instruire. C'est la véritable clé de l'avenir, c'est celle-là, c'est l'instruction. Les différentes parties ont quitté le Justicia vers 1h du matin. Autre actualité ce soir en France, hier, à exactement un an de l'événement, le torchon des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été dévoilé. Le design de la torche a été le résultat de 3 marqueurs des prochains Jeux, l'égalité, l'eau et l'apaisement. Retour sur l'événement. 2024, année olympique, année bissextile. Dans un an tout pile, les athlètes entreront en scène. La première cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade devrait être mémorable. Piaffez-vous d'impatience? Apparemment oui. On ira voir quoi? Le basket, parce que papa il adore ça. Et on va suivre l'équitation, la gymnastique pour mademoiselle. Madeleine Larcheron espère se qualifier en skate pour sa 2e Olympiade. Là pour Paris, j'attends une fête exceptionnelle, un regroupement de personnes et surtout profiter à Paris parce que les Jeux sont en France et il faut profiter un max. Justement, hier, la première épreuve de la chenille mixte a donné le ton de la fête à venir avec Usain Bolt en invité vedette. Il faut donc imaginer le pont Alexandre III en site du triathlon et de la natation longue distance. Imaginez la Tour Eiffel pour le beach volley, la place de la Concorde pour notamment le BMX. Autre site emblématique, le Grand Palais et sa verrière. Dans un an, une piste d'escrime s'installera au milieu de la nef. 7000 spectateurs verront aussi les épreuves de taekwondo. Ce site, en plus, symbolise vraiment l'ambition de Paris 2024 de sortir les compétitions sportives des stades pour les amener sur ces lieux iconiques. À Saint-Denis, le Stade de France a un nouveau voisin. Le centre aquatique est encore au sec. On l'imagine déjà rempli à ras-bord des 5000 spectateurs du plongeon et du water-polo. Le village olympique, lui, est de moins en moins imaginaire. Sur 52 hectares, 14 250 athlètes vivront dans cette bulle pendant 3 semaines. Pour en sortir, une gare routière est encore à l'état d'ébauche. On aura 200 bus qui vont partir toutes les heures pour aller sur les sites de compétition et les sites d'entraînement. Encore un an d'attente avant de faire parler les chronos, le compte à rebours est lancé. On peut imaginer que ce sera une belle fête dans nos rêves les plus flous. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition de l'information. Ne quittez pas vos positions d'écoute. 22h30, Café Soleil se fera le plaisir d'être chez vous.